Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au numérique, bien évidemment, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, nous allons parler art, culture et numérique. Nous vous ferons notamment découvrir comment le numérique permet d'accéder au patrimoine international, quel que soit son lieu de vie, de vivre des expériences immersives pour redécouvrir la Joconde ou Notre-Dame de manière inédite, et comment vont se réinventer les musées du futur. Le numérique pour tous spécial art et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Lévy. Dominique, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Métaverse Art et Culture. Vous êtes membre du conseil d'administration des Amis du musée Guimet. Et en 2005, vous avez créé la DSL Collection, l'une des plus importantes collections privées occidentales consacrées à l'art chinois. Je n'ai rien oublié, Dominique ? Non. On est bon ? Alors, Dominique, on aime bien commencer par une définition dans le numérique pour tous. On parle de plus en plus de réalité virtuelle et d'art. En quoi consiste la réalité virtuelle ? Alors d'abord, la réalité virtuelle, bonjour Vanessa, bonjour à toutes et à tous. La réalité virtuelle, c'est une technologie absolument incroyable qui va permettre de découvrir des œuvres d'art, un lieu, l'histoire d'un personnage. Et concrètement, vous allez pouvoir être équipé d'un casque de réalité virtuelle qui ressemble à, on dit dans l'art plutôt un masque, comme un masque de ski. On va vous proposer de le mettre, et avec cela, vous allez avoir à 360 degrés une vision d'un espace dans lequel vous ne vous trouvez pas. Donc ça a l'avantage de pouvoir voir ce qui n'est pas là où vous vous trouvez. Et ça, c'est le point le plus important. Mais surtout, c'est un espace dans lequel vous pouvez aller seul, accompagné en famille, ou encore avec des amis, et rencontrer même des personnes qui porteraient au même moment le casque et qui se trouveraient à l'étranger. Alors, je corrobore ce que vous dites pour nos auditeurs. J'ai mis ce casque l'autre jour, je me suis retrouvée téléportée au Japon, après au Brésil. J'étais sur un pont en cristal, donc c'est une véritable expérience, on va le dire. Mais alors, j'aimerais lever une objection avant de commencer. Cette expérience que l'on va vivre, on a parfois tendance à dire qu'elle va isoler. Dites-moi que ça n'est pas la réalité. Alors détrompez-vous, vraiment ça n'isole pas, au contraire ça va réunir. Ça pourra réunir aujourd'hui entre 40 et 70 personnes dans un même espace. Et puis ça va aussi réunir des personnes qui n'en ont pas les moyens, les budgets, les facultés de se déplacer. Si on prend un exemple auquel je pense, les médiathèques. Eh bien, s'il y avait des casques dans toutes les médiathèques, quelqu'un du sud de la France et quelqu'un dans le nord de la France pourraient au même moment visiter une même expo et en parler. Alors justement, expliquez-nous, Dominique, comment, par exemple, un vase chinois ou la Joconde peut se retrouver dans un musée virtuel ? Comment ça fonctionne ? C'est assez simple et à la fois compliqué, comme toutes les technologies. La simplicité, c'est qu'on va pouvoir avoir deux options. La première sera de faire une captation de l'œuvre. Alors, la captation de l'œuvre, c'est sûr que pour la Joconde, on ne va pas aller la transporter dans un laboratoire. Il faudrait que l'appareil vienne jusqu'à la Joconde. Mais en fait, le plus simple aujourd'hui, c'est ce que nous utilisons avec DSL Collection, c'est l'intelligence artificielle. Et là, en plus, non seulement ça donne du travail, mais en plus, ça va permettre d'améliorer la lumière, les pourtours, la netteté, la visibilité d'une œuvre. Et donc, une fois qu'on a capté ou digitalisé à l'aide de photos HD, eh bien, l'œuvre peut rentrer dans un espace virtuel. Alors, expliquez-nous, vous êtes collectionneuse, vous pouvez nous donner quelques exemples justement où la numérisation, c'est-à-dire la captation de ces œuvres d'art en 3D, ont permis de montrer les œuvres à des publics qui n'auraient pas eu la possibilité de les voir. Écoutez, on va dire que l'expérience la plus récente et qui a eu le plus grand succès, puisque les chiffres du Art Newspaper sont sortis aujourd'hui sur les musées, c'est dans le musée Oscar Niemeyer, qui a augmenté de 84% son taux de visite, avec une expérience virtuelle qui a débuté au mois de novembre, qui a duré 3 mois, et qui permettait à des artistes chinois vivant en France de faire une exposition tous ensemble, d'être réunis, alors qu'en fait, avec les coûts de transport, il était impossible de faire cette exposition et de la réaliser dans la réalité. C'était beaucoup trop onéreux. Là, la réalité virtuelle, l'espace immersif a permis
de faire cette exposition. Justement, alors expliquez-nous, parce que c'est aussi un petit peu votre quotidien, quand on organise une exposition à l'international, les œuvres sont par exemple à Paris, on va devoir les déplacer au Brésil, c'est effectivement des coûts de logistique, c'est des coûts d'assurance, et là en fait la réalité virtuelle prend tout son sens parce qu'on a une économie qui va de 1 à 10, c'est ça ? Exactement, elle va non seulement de 1 à 10, elle est très spectaculaire parce que ça donne une salle supplémentaire à visiter à un musée. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir et bien comprendre, c'est qu'il y a des œuvres qui ne peuvent pas être déplacées. On n'en verra jamais la Joconde sur certains territoires et sur certains continents, ni même partout en France. Par contre, elle sera accessible depuis partout, comme des antiquités chinoises. Moi qui fais partie du musée Guimet, il n'est pas question que des œuvres si fragiles, des porcelaines, puissent, si vous voulez, voyager partout, dans tous les musées. La question se pose, on entend beaucoup le débat aujourd'hui du financement de certains musées. Déjà, est-ce que les musées nationaux ont un regard positif, on va dire, sur ce changement de paradigme, on peut dire, de consommer de l'art un peu différemment, parce que c'est de la fréquentation en moins. Comment est perçue cette évolution ? Je crois qu'en fait, pour l'instant, tout doucement, d'abord, personne n'imaginait que Notre-Dame allait brûler. Donc il y a une partie préservation du patrimoine, mais aussi et surtout, je crois que les institutions aujourd'hui regardent les chiffres des concurrents. Et les chiffres des concurrents, c'est que ceux qui ont des expériences immersives, qui plus est avec des casques de réalité virtuelle, boostent les réservations parce que c'est un nouvel appel pour voir des expériences qui n'étaient d'abord pas disponibles auparavant, et puis pour montrer des objets qui sont dans des réserves, parler d'un personnage historique. Non, ça booste. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une petite résistance, elle est bien normale, mais je pense que, comme toutes les nouveautés, il faut un temps d'adaptation. Alors après, j'ai une question parce que on peut prendre une photo aussi quand on est un visiteur dans un musée et on peut la mettre sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. À qui appartient l'œuvre en fait ? Est-ce qu'elle appartient encore à l'artiste, à celui qui l'a photographiée, au musée ? Comment on gère ces droits ? C'est un peu complexe. Alors, la facilité, c'est de dire qu'un visiteur qui prend une photo et qui est autorisé à la prendre, parce que tous les lieux et tous les sites culturels ne l'autorisent pas, mais si c'est autorisé, bien évidemment que la photo lui appartient, mais on va dire en partie. Tant qu'il l'utilise pour un réseau, même pour la poster sur les réseaux sociaux, il peut le faire. Par contre, à partir du moment où il y aura une démarche commerciale, c'est-à-dire que vous créez un petit espace quelque part et vous faites une petite exposition avec vos photos et vous réglez, vous demandez aux visiteurs de régler, là, on ne sera plus du tout dans la même logique et il y aura bien sûr protection des artistes ou des institutions. Alors je vous propose de nous faire voyager et notre prochain invité aussi nous emmènera assez loin en termes d'exposition. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aller voir ? Qu'avez-vous vu de plus spectaculaire récemment ? Écoutez, récemment, désolée d'en parler, mais récemment c'est Versailles. Versailles qui vient d'ouvrir, mais je trouve qu'il y a aussi une autre expérience qui va venir au mois de mai, qui va être aussi très intéressante, c'est l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, pour la première fois, en plus c'est musical, donc c'est pas compétitif, va ouvrir début mai une expérience immersive avec backlight, et on va pouvoir visiter les coulisses de l'Opéra Garnier. Ça va s'appeler La Magie Opéra. Et je pense que ça sera très intéressant d'avoir comme ça, dans Paris aussi intramuros, une expérience immersive avec des casques de réalité virtuelle. Donc ça veut dire que quel que soit le musée, là notamment Garnier, même si ça n'est pas un musée, on va sur le site internet et on a la possibilité de choisir la visite d'un espace virtuel, c'est ça ? Virtualisé ? Non, en fait là dans ce système-là, vous devez vous rendre sur le site. Oui. Donc ça veut dire que ça n'est pas rentré dans des espaces métaverses. C'est le futur. C'est-à-dire que toute expérience qui va être montrée sur un site, donc l'Opéra Garnier, vous achèterez votre ticket et vous aurez la possibilité de vivre une expérience virtuelle. Idem pour Versailles. Je suppose que à très courte échéance, vous pourrez voir cette expérience dans le monde entier. Maintenant, si vous me demandez quel serait le musée qui devrait avoir une expérience virtuelle, je répondrai le musée de la Légion d'honneur. Typiquement, c'est un musée qui n'est pas ouvert tous les jours. Très peu de public peuvent rentrer à l'intérieur. Et le personnage qui est célébré, Napoléon, est l'un des plus connus dans le monde. Alors justement, pour conclure, Dominique, vous auriez un message à adresser au ministère de la Culture, parce que j'imagine que vous êtes en étroite collaboration avec ces différents résidents.
Écoutez, pour le ministère de la Culture, bien sûr qu'il y a un message. D'abord, un message pour booster la transition numérique, un message pour dire que de nombreux musées vont fermer très prochainement. Le Centre Pompidou, mais pas que. Il y a au moins 4 ou 5 musées qui vont fermer à Paris. Dont l'Opéra d'ailleurs, ou des institutions comme l'Opéra Bastille. Donc, les expériences immersives, tout ce travail que font les scénographes, les conservateurs de musées, est hyper importante pour justement donner l'accès à la culture au plus grand nombre. Et nous, Association Métaverse Art et Culture, qui a parmi ses fondateurs 2 personnes qui ont rendu le rapport sur le métaverse au gouvernement, bien évidemment sont là pour aider le ministère et les institutions à peut-être mettre un peu plus d'équipements dans les médiathèques, parce que là, c'est un maillage national, mais pourquoi pas dans les alliances françaises à travers le monde pour donner à voir notre culture. Enfin, un dernier point important pour le ministère de la Culture, c'est qu'il faut s'intéresser à la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, on ne donne pas à voir des expériences immersives avant un certain âge. Je pense que Thomas pourra confirmer ce point. Généralement, c'est plutôt 12 ans. Et quand on me dit, mais si ça n'est qu'une seule fois, c'est pas si mal, on peut dire qu'on ne donne pas une cigarette à un enfant de 8 ans juste pour voir si, une fois, ça ne fait pas de mal. Merci Dominique. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Métaverse Art et Culture et surtout collectionneur. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de découvrir comment vous pourrez désormais toucher de près la Joconde et même les pyramides d'Égypte d'une manière totalement différente. Le numérique pour tous spécial art et réalité virtuelle, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale numérique et art, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Dexmier. Thomas, bonjour. Donc vous êtes vice-président de la vente et du marketing chez HTC Vive. Alors on le rappelle, hein, HTC Vive, ce sont des accessoires comme des casques de réalité virtuelle, des logiciels, des services pour les particuliers et pour les entreprises et surtout pour le monde de l'art. Et vous avez aussi un métaverse. Ouais. C'est bien ça? Oui, bonjour Vanessa. Alors Thomas, consommer de l'art dans un casque de réalité virtuelle, on en a parlé avec Dominique Lévy, mais en fait c'est plus l'apanage des gens qui sont fans de nouvelles technologies et ce qu'on appelle les geeks. Alors non, c'est plus le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours une idée un petit peu préconçue de réalité virtuelle égale jeu vidéo égale geek. Ça, c'était vrai encore il y a quelques années. Aujourd'hui, les usages professionnels, surtout de la réalité virtuelle, ont beaucoup évolué, que ce soit pour faire de la formation, de la simulation, du design, mais aussi et surtout le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'accès à l'art et à la culture, comme vient d'en parler Dominique. Alors avec vous Thomas, on va découvrir Versailles, vraiment vous allez nous faire rêver, hein, la pluie sur les pavés, la lumière sur l'architecture. Comment on peut vivre Versailles autrement avec vous ? Eh ben, vous allez à Versailles déjà, rendre visite au château et pour 15 € supplémentaires, vous avez accès à une expérience de réalité virtuelle sur place dans le château qui va vous ramener en 1682 pour vous faire voir et vous faire découvrir des parties du château et surtout des jardins qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont été détruites pour des raisons diverses et variées, type agrandissement du château à l'époque. On va voir 3 belles pièces qui sont la grotte de Thétis, qui sont le labyrinthe végétal dans lequel les nobles aimaient se perdre à l'époque. Et puis, mon favori, c'est la ménagerie royale. Donc là, on va se replonger à l'époque et voir tous les animaux exotiques qui faisaient partie de la cour de Louis XIV. On est guidé par Le Nôtre. D'accord. Donc on met le casque, on est projeté 400-500 ans en arrière. Et Le Nôtre va nous faire vivre cette expérience poétique, fascinante, toujours basée sur des faits historiques. Donc ça, c'est une société qui s'appelle Gédéon qui est derrière ça. Et derrière, il y a toujours des artistes qui vont venir mettre leur petite touche artistique sur le sujet. En l'occurrence, sur cette expérience-là, c'est Small Creative. On a la chance d'avoir des studios en France qui font des contenus absolument magnifiques. Made in France, c'est important. Alors juste, donc on est quoi, une quinzaine, une vingtaine dans la pièce. Là, on met le casque et puis on commence à vivre cette expérience. C'est comme ça que ça se passe, hein? Ouais, et c'est vrai que Dominique en parlait tout à l'heure. Le côté isolement, ça n'existe pas sur ce genre d'expérience-là. Elles sont designées pour être vécues à plusieurs, en groupe, en famille, entre amis. On met le casque, on y va ensemble, on met le casque et là on va se voir par l'intermédiaire de petits avatars, hein, donc de petits personnages animés. Et puis on va suivre ensemble Le Nôtre, on va suivre le guide et on va vivre cette expérience pendant une petite vingtaine de minutes, jusqu'à 12 personnes dans la salle. D'accord. Et l'expérience a démarré la semaine dernière, donc fin mars.
et elle va durer 9 mois. C'est quand même un gros investissement et un gros signe de confiance de la part d'une institution culturelle comme Versailles. Oui. En ces technologies immersives. Alors, on parle de réalité virtuelle dans l'art, mais c'est aussi très important. Ça permet une nouvelle manière d'enseigner, on va dire. Si on n'est pas fan d'histoire géo, voilà, pour les plus jeunes, ça ouvre des possibles qui font voir un petit peu l'éducation de manière différente. Hein. Oui, bien sûr, les plus jeunes ou les plus vieux. Hein. Moi, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose de magique avec ces technologies-là. Les technologies, c'est qu'elles me permettent, moi, personnellement, de mieux m'ancrer dans le temps, la chronologie de l'histoire. Pour les plus jeunes apprenants, effectivement, ils vivent l'expérience, d'accord ? Donc on apprend de l'intérieur, les choses prennent vie devant nous, on est acteur de notre apprentissage, on n'est pas passif à feuilleter un livre ou à regarder un site web. Ça ne remplace pas toutes ces méthodes d'apprentissage, ça vient en complément. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que la qualité de l'engagement, la qualité de l'apprentissage, la vitesse à laquelle les gens peuvent apprendre en vivant ces expériences de l'intérieur est multipliée par 2, par 3, par 4 en fonction des sujets qui sont pris en compte. Mais justement, partagez-nous l'anecdote de ces enfants que vous avez croisés, qui vous ont reconnu, qui vous ont dit « Waouh, j'adore l'histoire, c'est extraordinaire, j'ai touché de près Napoléon Alors, et le Louvre ». C'était les pyramides, effectivement. J'ai la chance d'avoir pu accompagner une classe de jeunes enfants voir l'expérience qui s'appelle l'horizon de Khéops. Donc là, on repart dans l'Égypte ancienne. En fait, les enfants étaient fascinés. Et moi, j'étais encore plus fasciné qu'eux en les regardant de l'extérieur. Donc là, pareil, il faut que vous imaginiez. Vous avez une vingtaine, une trentaine de personnes, classe, dans une salle qui est complètement vide, qui fait 4, 5, 600 mètres carrés. Ouais. Là, c'était à Bordeaux en l'occurrence, mais ces expériences-là sont disponibles à Lyon, à Paris, à Bordeaux, et le réseau se développe très vite. Et en fait, de les voir dans ces espaces vides, subjugués par ce qu'ils voient, ce qu'ils apprennent, et enlever le casque à la fin d'une expérience qui dure 45 minutes, avec un grand sourire sur le visage, et qui me disent « Monsieur, c'était le meilleur cours de l'année ». Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, il faut trouver le juste milieu entre à quel âge c'est trop tôt pour le faire. On fait toujours très attention. Le matériel, c'est important. Donc, des casques qui s'adaptent aujourd'hui à leur petite tête. Ça, c'est très important. Avoir un visuel qui fonctionne bien, quelle que soit la taille de la tête de la personne qui le porte. La sécurité physique aussi. Le casque vous montre un environnement qui est complètement simulé. Dès que vous sortez de la zone de jeu, entre guillemets, on appelle toujours ça zone de jeu, on voit, par l'intermédiaire du casque, l'environnement physique. Donc, pas de risque de se rentrer l'un dans l'autre, pas de risque de se cogner contre un mur. Et c'est là qu'un acteur comme HTC Vive, aujourd'hui, sur la partie matérielle, a un énorme rôle à jouer pour continuer à favoriser ce dont Dominique parlait tout à l'heure, qui est l'adoption de ces technologies-là. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens oublient qu'ils ont notre casque sur leur tête et qu'ils puissent se concentrer à 200% sur l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et je confirme, on l'oublie. Alors, on a parlé éducation, on a parlé art, mais c'est vrai que la réalité virtuelle rentre de plus en plus dans les entreprises pour favoriser l'éducation et la formation. Expliquez-nous visuellement en quoi ça consiste. Je pourrais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, le virtuel permet de simuler n'importe quel environnement, des situations de formation les plus coûteuses aux situations les plus risquées. Prenez l'exemple des pompiers, par exemple. Aujourd'hui, une formation de pompier sur le terrain, ça coûte cher, ça pollue et c'est très risqué. Donc, on ne va pas simuler, on ne va pas faire de jeu de rôle dans des environnements qui potentiellement pourraient avoir des conséquences très graves. Environnement virtuel, on peut simuler n'importe quel type de feu dans une cuisine, dans une grange, dans un immeuble, répétable à l'infini. Et nous, chez HTC, on a poussé le bouchon encore plus loin, c'est-à-dire qu'on permet d'intégrer aussi le matériel professionnel de ces gens-là. Comme ça, quand ils apprennent, ils développent les bons réflexes, ils développent les bons mécanismes pour mieux appréhender la situation quand ils la rencontrent sur le terrain. Alors, ça ne remplace pas, encore une fois, la formation dans le monde réel, mais ça permet justement de réduire ces besoins-là et de tout faire en immersif. Thomas, on parlait du modèle économique avec Dominique, celui des musées et des institutions. Vous pensez qu'il peut être vraiment revitalisé dans un contexte où on cherche de l'argent pour le Louvre grâce aux nouvelles technologies ? Oui, je peux vous donner une stat qui est assez intéressante, c'est que le musée d'Orsay l'année dernière a lancé pour les 150 ans de l'impressionnisme l'expo 1874 qui était pour la partie immersive développée par notre partenaire Excurio. 22% de primo-visiteurs à Orsay. C'est-à-dire que plus d'une personne sur 5 s'est rendue au musée physiquement. Ils sont allés au musée, encore une fois, pour accéder à cette expérience-là, qui n'était disponible à l'époque qu'à Orsay. En fin d'expo,
l'expérience immersive, c'est exportée à l'étranger. Aujourd'hui, elle tourne en Asie, elle tourne aux États-Unis, et ça reboucle un peu sur le sujet dont Dominique parlait tout à l'heure, qui est favoriser justement l'usage de ces technologies immersives, pas uniquement pour faire venir du trafic dans les musées, mais pour leur permettre de générer du trafic virtuel et d'exporter l'art et la culture. Pour conclure, si une médiathèque ou un musée voulait s'équiper, ça change un petit peu le modèle, c'est tout simple. C'est tout simple, on achète 20 casques, on met les programmes que l'on veut et puis on convertit une partie de son activité. On y va gentiment, d'accord. Aujourd'hui, on vise à une convergence des plateformes de distribution de ces contenus-là. Aujourd'hui, il y a des contenus qui vont de 6-7 minutes à 45 minutes, des expériences solitaires, des expériences en large groupe. L'objectif que l'écosystème fait aujourd'hui et sur lequel on travaille tous ensemble, c'est d'arriver à fédérer tous ces contenus sur des plateformes de distribution qui rendent ensuite ces expériences-là accessibles à tous, médiathèque en France ou à l'étranger par exemple. Merci beaucoup Thomas Decmier pour HTC Vive. Merci Dominique Lévy. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast et sur l'application Sud Radio, mais aussi sur vos réseaux sociaux préférés. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end. Peut-être allez-vous voir une exposition virtuelle et je vous dis à la semaine prochaine.